Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram ou écrivez-nous à meropodcast.fr@gmail.com. Et n'hésitez pas à nous donner des étoiles sur votre application de podcast préférée. Enfin, surtout si vous voulez nous donner 5 étoiles. Ceci est l'épisode 56, le roi de la baston. La tombe de Childéric, trouvée en 1683, constitue l'une des plus grandes trouvailles archéologiques de tous les temps. Mais ce n'est pas que l'histoire d'un simple ouvrier qui aurait gagné au loto avec un coup de pelle magique en 1683. Ni uniquement une question de trésor artistique et culturel inestimable. La tombe de Childéric, c'est surtout la preuve factuelle, cette fois, qu'un roi des Francs saliens, ancêtre des Mérovingiens, a bien existé et régné sur le pays des Francs d'environ 450 jusqu'à la fin des années 470. Et ce premier roi des Mérovingiens n'était plus tout à fait un nobody absolu. Cela veut dire également qu'il a eu un règne avec un peu de relief, vu la richesse et la variété des objets ensevelis et retrouvés avec lui. On ne peut pas parier qu'il n'avait pas de Rolex alors qu'il est mort aux environs de ses 50 ans, mais il n'a clairement pas raté sa vie professionnelle en tout cas. Et malgré tout, son règne reste encore assez obscur pour la majorité d'entre nous. Nous allons donc tenter d'apporter un peu de lumière dans cet épisode. Que sait-on vraiment du roi Childéric dans le fond ? Pas grand-chose malheureusement. Et pour être honnête, la découverte surprise de quelqu'un en 1683 a constitué un épisode un peu malheureux en réalité. Parce qu'au XVIIe siècle, on ne va pas se mentir, personne ne sait ce que c'est que l'archéologie. Alors, pas l'archéologie moderne et scientifique, Non, juste l'archéologie. Quelqu'un et les autorités ecclésiastiques ont mis la main sur un trésor qu'ils n'avaient absolument pas les moyens ni d'analyser, ni de classer avec le moindre soin. En fait, aujourd'hui, cette fouille serait décrite comme un véritable saccage, pour le dire franchement. Une extraction sauvage des restes de Childéric sans la moindre précaution sur la disposition ou l'état des pièces déterrées. Et pour couronner le tout, la quasi-totalité du trésor a été volée et fondue 2 siècles plus tard par des bandits perpétrant un casse spectaculaire en 1831, anéantissant à tout jamais nos possibilités d'analyser scientifiquement ce qu'on a retrouvé avec les techniques modernes pour en tirer un minimum de compréhension. Sans le coup de génie et de crayon d'un homme de science de la fin du XVIIe siècle qui heureusement a minutieusement dessiné la plupart des pièces, il est bien probable qu'on aurait perdu pour toujours la totalité du savoir contenu dans la tombe de Childéric. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'à peu près certain sur ce roi, homme du 5e siècle, découvert sous un tumulus effondré aux portes d'une ville romaine antique? Qu'il vivait dans les alentours de Tournai, c'est-à-dire dans la grande banlieue de l'agglomération lilloise au nord de la France. Mais personne ne peut vraiment savoir si c'était là sa capitale, ou si son enterrement s'est déroulé dans une des villes qu'il contrôlait simplement, et qu'un tumulus en valait bien un autre. On sait aussi qu'il était beau. Mais ne revenons pas sur la question. Qu'il disposait de la panoplie militaire complète des guerriers du 5e siècle, évidemment. Qu'il était assez grand, probablement. Les relevés de l'époque indiquant qu'il mesurait possiblement près de 1,80 m. Et surtout, qu'il avait les cheveux longs. Alors, rien de mystérieux derrière cette assertion. Elle nous est d'abord confirmée par les textes antiques qui distinguent les rois francs comme disposant de cheveux longs comme marque de leur royauté. Seul un prince de sang royal chez les Francs doit se laisser pousser les cheveux pour prouver son appartenance à la famille. Les guerriers, eux, doivent se raser après la nuque. Une spécificité connue des Romains qui est clairement apparente sur l'anneau sigillaire de Childéric où de belles mèches bouclées entourent son visage. Une coquetterie qui devait bien ébouriffer les Romains, eux qui étaient toujours coiffés courts avec leurs mèches effilées.
Cela devait possiblement paraître comme le signe absolu du barbare un peu bête et pas trop propre sur lui. Je ne sais pas si ça vient de là l'expression « cheveux longs, idées courtes », mais ça devait correspondre à peu près à ce que se disaient les Romains en voyant les Francs et leurs dirigeants de l'époque. Mais gardons en tête cette histoire de cheveux longs, car elle va s'avérer importante pendant les 3 prochains siècles. Childéric est donc un grand chef franc, un peu romanisé sur les bords, mais toujours barbare au cœur, opérant dans le nord de la Gaule avec une armée composite de restes de légions et de guerriers germains entre les années 50 et 70 du 5e siècle. La belle vie chez les gens du Nord ? Alors la belle vie, pas sûr. Dans un 5e siècle en plein bouleversement politique, diriger un micro-État aux confins de l'Empire en train de s'écrouler n'est sûrement pas une sinécure tranquille pour un pacha sans énergie. S'il y a le moindre gramme de vérité dans la belle légende du mariage de Childéric avec la princesse Basine de Thuringe, c'est probablement d'être assez juste sur le caractère énergique et combatif du bonhomme. Tout simplement parce que ça a sans doute été la clé de sa longévité dans un monde tout à fait dangereux et hostile. Alors, de quel monde parle-t-on dans cette deuxième moitié du 5e siècle en Gaule ? D'abord, le plus probable est que Childéric n'est sûrement pas l'unique roi des Francs. Il y a les petits royaumes rhénans du sud-est, petits royaumes qui se sont formés rive gauche du Rhin, entre Cologne et Trèves, en s'emparant des terres romaines progressivement au fil des attaques que ces hommes n'ont pas pu repousser. Des roitelets, sans doute culturellement proches des Saliens, surtout si on prend pour hypothèse qu'ils sont tous les lointains descendants du magma de peuples issus de la rive droite, Chamaves, Bructères et autres chauques recensés depuis Tacite. Des Francs du Rhin donc, peut-être vaguement plus germains que leurs cousins de Belgique et des Hauts-de-France, qui ont vécu plus étroitement avec les Romains depuis plusieurs décennies, notamment avec les accords sous Julien l'Apostat. Et puis, même chez les Saliens, on est persuadé que plusieurs petits royaumes indépendants coexistent à ce stade. Étant donné la localisation de sa tombe, comme de sa filiation de Clodion, les historiens pensent que le territoire de Childéric est localisé autour de Tournai, dans la région située à cheval sur la France et la Belgique moderne. Mais il n'est que le roi d'une partie de ce territoire, pas de toute la Gaule du Nord. Est-ce que Childéric joue un rôle prépondérant, une sorte de grand roi dominant sur une partie des autres ? C'est possible que ce soit son rôle particulier dans l'histoire romaine, comme ses relations étroites avec les évêques de Gaule. On a un peu l'impression que Childéric va se dégager peu à peu comme le patron local, avec possiblement une forme d'ascendant sur ses compères. On notera quand même qu'il faut se méfier d'un potentiel biais des auteurs, vu qu'il était quand même le père de Clovis, qui lui va faire une carrière mémorable. Au final, Childéric c'est sans doute plus un roi parmi les Francs que le roi des Francs. Un chef peut-être plus important et charismatique que les autres, peut-être même avec un rôle senior, mais sûrement pas le roi unique et tout-puissant du nord de la Gaule. Et d'ailleurs, cela ne l'empêche pas de commencer une belle carrière de chef de guerre, comme tant de ses prédécesseurs, au service des Romains, si j'ai bien compris. Sauf que Childéric va tomber sur un partenaire qui n'est pas n'importe qui. L'homme de la Gaule des années 50, suite à la grande bataille des champs cataloniques, le fameux Aegidius dont on a parlé lors de l'épisode de l'exil de 8 ans en Thuringe. Alors, qu'est-ce qu'on sait d'Aegidius ? C'est un gallo-romain en fait, probablement issu d'une grande famille aristocratique de la région de Lyon et qui a fait carrière dans la légion romaine sous Aetius, le grand général vainqueur d'Attila. Une longue vie d'officier efficace qui l'a propulsé un peu sur le devant de la scène lorsqu'il est nommé maître de la milice en Gaule, c'est-à-dire général en chef, à partir de 456. Et c'est là que l'homme va se rendre célèbre, avec la dernière armée gallo-romaine, sans doute composée de quelques milliers d'hommes, autant de soldats de l'Empire que de barbares. Un chef de guerre avec les dernières troupes, resté pour défendre son pays et ce qui reste d'administration romaine sur ses territoires. Car si Aegidius est un chef de guerre de haut niveau, il se retrouve vite quand même dans une position compliquée, avec de sacrés loustiques comme voisins qui lorgnent sans même se cacher sur son territoire. Parce que dès la mort d'Aetius en 453 et l'anarchie générale qui s'en est suivie, les deux grands États semi-barbares de Gaule en ont immédiatement profité pour prendre leur aise dans le vide sidéral laissé par la puissance romaine en chute libre.
avec d'abord les Visigoths, qui se sont installés dans le sud-ouest, autour de leur capitale de Toulouse, grâce aux Foedus qu'ils ont arrachés à Rome depuis 418, et qui contrôlent une large partie du territoire des Pyrénées jusqu'au Poitou. Un royaume de Toulouse, comme on l'appelle, depuis le 5e siècle, qui est en train de s'étendre vers l'Espagne, comme de manger peu à peu les terres de l'Ouest, Massif central et Languedoc compris, permettant aux Visigoths de devenir une puissance de premier plan en quelques années. Et côté est de la Gaule, on trouve les Burgondes, un autre peuplade germanique installé initialement près du lac Léman dans les années 40 par Aetius pour bloquer les Huns, et qui dispose maintenant d'un immense royaume, à cheval entre la région Rhône-Alpes et la Franche-Comté moderne. 2 États semi-souverains, donc 2 États riches qui contrôlent financièrement et politiquement leur territoire. Et 2 royaumes tout à fait motivés à se taguer une plus grande part de Gaule, si plus personne ne veut se bouger pour la défendre. Alors, les premières années du magistère d'Aegidius vont être plutôt couronnées de succès, en travaillant main dans la main avec le dernier empereur un peu capable venu de Ravenne, un de ses amis officiers du nom de Majorien, devenu empereur en 457, Aegidius va réaliser des prouesses. D'abord, en repoussant les Visigoths lors d'une grande bataille aux portes d'Arles, au nord de la Camargue, en 458, et en leur faisant abandonner le littoral méditerranéen. Puis en chassant les Burgondes de la ville de Lyon et en les repoussant du côté du Jura et des Alpes. En quelques années, Aegidius rétablit la situation en Gaule grâce à une défense de choc qui fait de lui le dernier défenseur romain efficace du pays. Mais une série de succès qui finit mal en 461, car son ami et empereur Majorien meurt torturé puis assassiné lors d'un énième coup d'État cette année-là, terrassé par un nouvel usurpateur barbare du nom de Ricimère, qui prend le pouvoir en nommant à son tour un empereur fantoche. Un empereur que Aegidius refuse absolument de reconnaître, ce qui fait du gallo-romain un ennemi mortel de la nouvelle cour impériale qui s'installe à Ravenne en 461. Une belle preuve de fidélité de la part d'Aegidius pour son défunt empereur et ami, mais qui n'a pas que des bons côtés. Majorien sur lequel nous ne nous étendrons pas, mais qui, comme fait d'armes, s'était fait connaître 15 ans plus tôt en combattant Clodion avec Aetius à la bataille d'Héléna. Une vieille connaissance des Saliens en quelque sorte. Quoi qu'il en soit, en 461, Aegidius se retrouve donc tout seul contre tous même, entouré de royaumes hostiles, sans aucun allié, sous les ordres d'on ne sait pas trop qui. En froid total avec Ravenne, avec qui il n'a plus de contact, coupé de Constantinople, où règne le dernier empereur un peu sérieux du monde romain, mais bien trop loin pour peser en aucune manière sur les affaires en Gaule. Le gars est en fait le général romain en chef de la zone libre de la Gaule, qui, un peu en miroir de sa lointaine héritière, la zone non occupée en France durant la Seconde Guerre mondiale, qui, elle, se situe plutôt au nord de la Loire. Et du coup, quelles sont les relations de Childéric avec Aegidius? Amis de circonstance ou vraie connivence? Le rapport entre Childéric et Aegidius est difficile à décrire avec certitude franchement. Plus généralement, depuis le début de ce podcast, on a tenu 2 propos contradictoires au sujet des Francs saliens si on est sincère. D'un certain côté, leur irruption dans l'histoire romaine n'a toujours été qu'une longue succession de disputes et de pillages qui se terminent par l'établissement manu militari de toujours plus de Francs en terre romaine. Que ce soit de force, à la suite d'un traité de paix, d'installation de lettres, de déditis ou de même de volontaires, ou au travers d'une immigration plus ou moins légale de communautés franques d'outre-Rhin. Au point où les historiens et archéologues sont à peu près persuadés qu'au 5e siècle, tout en restant nominalement terre d'empire, le nord de la Gaule s'est culturellement germanisé par rapport au reste du pays, qui a gardé une culture plus strictement romaine. On n'y trouve plus vraiment de grandes villas romaines richissimes, de monastères ou même d'évêchés fonctionnels, tous ces établissements qui sont maintenant devenus la norme au sud du pays. Inversement, les Francs ont toujours voulu plus s'intégrer dans le monde romain que d'essayer de le détruire. Et dans le délabrement politique général de l'Empire de la fin du IVe comme du Ve siècle, les Francs saliens apparaissent plutôt dans le camp de Rome généralement, quand il s'agit de combattre les vrais nouveaux voyous de l'époque, qu'ils s'appellent les Huns ou les Vandales ou tous les autres. Donc, plutôt une tradition politique pro-romaine chez les Francs que la moyenne des barbares de l'époque, qui semble se perpétuer apparemment avec Childéric.
D'où la conviction, malgré l'absence de texte, que les Saliens ont bien réussi à arracher un Phoedius avec Rome à ce stade, probablement sous Clodion le Chevelu comme on l'a dit, ce fameux traité d'alliance formelle avec le pouvoir qui légalise leur domination sur le nord de la Gaule en tant qu'autorité militaire pour le comte de Ravenne à la fin de la première partie du Ve siècle. Comme le prouvent très clairement les insignes officiels de pouvoir romain contenus dans la tombe de Childéric, à savoir sa fibule en or, son anneau sigillaire, démontrant sans contexte que l'homme était, en d'autres titres, un général au service de l'Empire, quel que soit le sens réel de cette formule d'ailleurs. Ce qui s'intègre donc possiblement bien avec l'histoire quand même un peu bizarre de l'exil du roi Bogos en Thuringe pour 8 ans, mais qui laisse son royaume en intérim aux mains de son copain Ægidius. La théorie généralement admise, c'est qu'il est plus probable qu'un rapport de force tournant progressivement à l'avantage du franc a dû s'établir. Ægidius a bien pu garder, en tout cas au début, la bonne vieille domination de Rome sur les francs saliens et les a contenus au nord en sécurisant leur soumission militaire avec assez d'or ou de force. Et il a pu enrôler Childéric au service de l'Empire sous sa bannière, comme tant de francs mercenaires ou laites l'ont été avant lui. Mais avant que notre roi ne se détache peu à peu de cette soumission, au fur et à mesure que le bazar politique à l'ouest sapait l'autorité et la puissance du maître de la milice Ægidius, ou que ses relations se tendaient sur leurs frontières respectives, du fait des empiètements possibles de territoire ou de la migration continue de toujours plus de francs. Mais au début en tout cas, dans sa grande solitude du commencement des années 60, il semble bien que le roi Childéric, un chef militaire du nord de la Gaule, a travaillé de concert avec son allié Ægidius, en contrôle d'un croupion de Gaule romaine tout à fait moribond. Alors, difficile de vous dire précisément ce que Childéric fabrique exactement dans les disputes entre Ægidius et ses voisins, en suivant les maigres indices que nous donne Grégoire de Tours, ni surtout pourquoi. Comme on l'a dit, l'alliance historique des Saliens avec l'Empire est souvent mise en avant, mais au Ve siècle, aucune force armée ou son chef ne se bat pour un autre par pur altruisme. Et sûrement pas les Francs qui n'ont jamais trop brillé sous ce rapport. Alors, si on suit Grégoire, on comprend que Childéric vient renforcer Ægidius avec son armée et combattre le grand méchant loup de l'époque, c'est-à-dire les Visigoths qui tentent de faire d'une pierre deux coups maintenant qu'ils sont de mèche avec le pouvoir à Ravenne, c'est-à-dire écraser le rebelle Ægidius que Ricimer et son dernier empereur fantoche du Mont détestent, et continuer leur expansion en Gaule, dans les territoires du Nord qui sont de toute façon hors de la portée de Ravenne. Et en 463, les Visigoths tentent apparemment de forcer le passage vers le nord et sont battus par Ægidius et Childéric, les deux alliés autour de la ville d'Orléans, qui constitue toujours un bon point stratégique au confluent de plusieurs voies romaines. Une victoire écrasante des Franco-Romains où le frère même du roi des Visigoths trouve la mort, ce qui arrête leur expansion pour un bon moment. Une belle victoire des nordistes, mais à laquelle Ægidius ne va pas survivre très longtemps, car notre général romain meurt en 465, apparemment empoisonné par ses ennemis, même si on ne sait pas trop de quels ennemis il s'agit. Franchement, le 5e siècle, ça craint vraiment quand tu es un général romain avec un peu de succès. 9 fois sur 10, tu finis mal dans ce job. Ce qui est une dégradation de la situation des siècles précédents, aussi improbable que cela puisse paraître. Mais le royaume des Romains, si on doit l'appeler comme ça, puisque le nom va apparaître avec le fils et héritier d'Ægidius, un certain Syagrius. Le royaume donc ne s'écroule pas. Et la guerre ne s'arrête pas là non plus, puisque quelques années plus tard, on retrouve une nouvelle fois les Visigoths essayant de récupérer des territoires autour de la région du centre moderne. Et après avoir écrasé une armée de Bretons, alors on ne sait pas trop si on parle maintenant de la Bretagne monterne ou de l'île, les Visigoths tombent à nouveau sur les forces de la Gaule non occupée, pilotées par Childéric et un nouveau dignitaire romain au nom énigmatique de comte Paul, c'est-à-dire probablement un homme fort gallo-romain qui s'est autoproclamé chef d'un territoire. Et en 469, autour d'Angers, sur la Loire, les Francs remettent une nouvelle fois en déroute les troupes visigothiques qui retournent la queue entre les jambes vers le sud-ouest et leur capitale de Toulouse. Et pour terminer ce magnifique panorama, Childéric et sa troupe de Francs
finissent de nettoyer la côte atlantique une fois les Wisigoths chassés au sud. Le Franc reprend le contrôle de l'embouchure de la Loire, cette fois occupée par des immigrants saxons. Rappelez-vous les Saxons, les Germains vivant au nord du territoire des Francs, quelque part au sud du Danemark, et qui ont pris la place des Francs comme les champions de la piraterie en mer du Nord au début du IVe siècle. Leur expansion démographique les a amenés à s'implanter à la fois sur l'île de Bretagne, où ils s'intégreront avec les Romains pour créer des royaumes anglo-saxons, mais aussi sur les côtes de la Gaule et de la Manche et le littoral atlantique, d'où apparemment Childéric va venir les mater dans sa grande reprise en main des années 70, et en massacrant un nombre considérable et en y installant apparemment un vague cousin franc dans la région du Mans pour contrôler les marches de l'Armorique. Pétard. Mais c'est le roi de la baston, Childéric. Celui qui sauve la Gaule de l'invasion des Wisigoths et des Saxons. Enfin, peut-être. Il faut être honnête. Les bouts de texte qui racontent ça sont tellement minimalistes qu'on a du mal à reconstruire une histoire cohérente. Sinon que c'est un énorme bordel dans ce qui reste d'Empire, et qu'apparemment, Childéric arrive à tirer son épingle du jeu dans les années 60 en devenant la star du Nord. En tout cas, c'est ce que nous vend Grégoire de Tours, qui à coup sûr voulait donner le beau rôle à Childéric et qui a presque certainement enjolivé les faits. Mais attention, peut-être qu'il s'y prend habilement en reprenant juste les éléments réels des combats dans tous les sens des années 60 et 70, et qui nous met Childéric un peu partout, à la tête d'un peu tous les Francs qui passent dans le coin, qui peuvent n'être que des bandes de mercenaires au service d'un chef de guerre ou d'un autre. Oui, tout est assez compliqué dans cette histoire, à la fois ses victoires militaires, comme son rôle exact dans la politique complexe des années 70 en Gaule. On apprend par exemple dans la vie de Sainte Geneviève, un texte hagiographique à la gloire de la protectrice de la capitale, que le roi serait son ami personnel, mais qu'il met tout de même le siège devant Paris pour une dizaine d'années, aux grandes dames de la Sainte, qui sauvera tout de même la cité de la faim en organisant le ravitaillement par la Seine, malgré le blocus. Ce qui rend assez incompréhensible la situation politique exacte en Gaule, mais qui semble indiquer que l'allié fidèle de Aegidius des débuts commence à jouer un jeu un peu plus trouble au fil du temps. Il est à la fois l'allié ou l'ennemi de la Gaule non occupée, selon le moment, comme de ses personnages phares, qu'il s'appelle Syagrius, Sainte Geneviève ou le fameux comte Paul, dont on ne sait pas vraiment s'il en a été le compagnon ou l'assassin finalement à tout dire. D'ailleurs, le dernier morceau de bravoure de sa magnifique carrière est un peu difficile à avaler, tellement il semble fantasmagorique. Childéric, toujours fringant dans les années 70, lance sa troupe outre-Rhin et s'en va pulvériser les Alamans. Eh oui, les Alamans. Vous les aviez peut-être oubliés ceux-là. Mais depuis la campagne de Maximin le Thrace et les déboires de Constance II, les Alamans n'ont pas totalement disparu et sont toujours quelque part dans le Bade-Wurtemberg moderne, malgré les myriades de déplacements de population qui ont remodé la carte de la Germanie comme de l'Empire. Childéric choisit donc de s'allier avec un nouveau général barbare, plein d'avenir travaillant pour Ricimer, à Ravenne, un certain Odoacre, avec qui il va réussir à prendre les Alamans en tenaille, quelque part dans la Suisse moderne, et à stopper leur offensive sur l'Italie pour les renvoyer dans leur forêt noire d'Allemagne. Alors, difficile de ne pas être perplexe devant des morceaux de bravoure qui s'enchaînent comme ça, sans trop de logique apparente, d'un côté et de l'autre de la Gaule. Grégoire a très bien pu en rajouter des tonnes ou reprendre brut de fonderie de vieilles chroniques sans comprendre le contexte politique exact pouvant expliquer cet enchaînement d'opérations. Mais il y a une tendance qui se dégage au bout de ces 20 années de succès en tout genre. Et c'est bien la montée en puissance du franc après une telle série de victoires. Une suite de succès qui ont dû non seulement le faire remarquer par le pouvoir impérial, mais surtout l'enrichir personnellement et lui permettre de muscler une armée redoutable, grâce à notamment l'immense butin qui lui a permis de se financer, à lui et à ses fidèles. Le roi Childéric devient ainsi un homme puissant, qui commence à faire jeu égal avec tous les autres généraux et rois de l'Empire à la fin du Ve siècle. Et même si tout cela est nimbé d'un voile un peu obscur, il n'y a probablement pas de fumée sans feu. Et le temps des rois francs totalement inconnus à Ravenne ou à Constantinople commence à s'estomper. Le roi Childéric n'est plus un petit Mickey aux cheveux longs dont se moquaient ouvertement les Romains et ses voisins. D'autant qu'il se passe des choses terribles dans les années 70, plus au sud.
et plus précisément en 476 avec la déposition du dernier empereur, Romulus Augustule, et la fin de l'Empire d'Occident. Et oui, et la date fatidique de 476 est là. Même si vous avez compris que la chute de l'Empire de l'Ouest est un processus qui vient de très loin et n'a aucun rapport avec une quelconque invasion cette année-là. Mais quoi qu'il en soit, 476, c'est le moment de la déposition de l'empereur de l'Ouest, effectuée en douceur par ce fameux Odoacre, l'allié de Childéric dans sa grande bataille contre les Alamans. Un homme qui vient juste de reprendre le pouvoir à Ravenne à la mort de son patron Ricimer, l'ennemi mortel de Aegidius, et qui renvoie dans le calme le dernier empereur. Alors la déposition passe pour un non-événement à l'époque, vu qu'elle ne signe pas la fin officielle de l'Empire, malgré la croyance populaire à ce sujet. Ce n'est officiellement qu'un simple retour à la situation d'avant 395, avec la partie ouest se remettant sous l'autorité directe d'un empereur unique basé à Constantinople. L'Empire n'est pas mort en 476. Il reprend nominalement son ancienne forme. Alors, même si la désintégration du pouvoir entre-temps et l'autonomisation des régions rend ce retour à la soumission à Constantinople un peu factice. Oui, un peu factice, je te trouve gentil, parce que c'est carrément factice en fait. En tout cas, c'est la réalité politique qui est projetée en 476 pour tous les citoyens de l'Ouest. Le message pour Odoacre, comme les autres dirigeants, c'est évidemment « Nous gardons un empereur, nous sommes tous des Romains, rien ne change ». Bien que tout le monde comprenne qui dirige en réalité ces territoires. Mais la bénédiction officielle de l'empereur, ça a son petit poids politique quand même, d'où la lutte terrible qui s'engage dès cette année-là entre les deux prétendants qui veulent récupérer un titre impérial officiel que seulement Zénon, le nouvel empereur de Constantinople, peut offrir. Deux prétendants qui veulent se faire adouber comme le seul représentant officiel pour la partie occidentale du monde romain qu'il se propose de contrôler pour cet homme en échange de son financement et de son soutien. Deux prétendants qui sont évidemment Odoacre, le nouvel homme fort d'Italie, et Syagrius, le dernier roi des Romains de sa zone non occupée, qui continue le combat de son père, initié dès 461. Mais l'empereur Zénon, qui n'a ni le temps ni les moyens de trop poser sous cet empire à la dérive, va faire le choix de la simplicité et de la raison. C'est-à-dire de confirmer, peut-être à contre-cœur, le pouvoir de l'homme fort le plus proche de sa sphère d'influence. Et c'est donc Odoacre qui est nommé patrice romain par Constantinople, soit grand protecteur de l'Italie. Un choix qui pousse définitivement Syagrius et la Gaule non occupée du Nord dans la rébellion ouverte, puisqu'il devient de fait un hors-la-loi. Un choix de Zénon qui met aussi les fronts au pied du mur en cette fin des années 70, alors que Childéric va sans doute décéder quelques années après, peut-être en 480 ou 481. Car à ce stade, rester le roi des barbares, le plus fidèle allié des Romains depuis toujours, peut rester un bel objectif théorique, en ligne avec toute l'histoire de ce peuple. Mais le véritable problème en 476, c'est qui peut légitimement se dire le dernier des Romains. Même si Zénon a éclairé cet épisode, Childéric est parti dans sa tombe avec son secret. Et personne ne saura jamais qui il soutenait vraiment à la fin, entre Syagrius, le fils de son vieux camarade Aegidius, et Odoacre, son allié tardif contre les Alamans. Mais en parlant de tombe, il y a quand même un petit détail, à ne pas passer sous silence pour éclairer le débat. Dans le tumulus de Tournai, ce ne sont pas que les restes de Childéric et ses armes qu'a trouvé Quinquin, mais aussi des centaines de pièces d'or, des pièces venant de Constantinople, frappées du nom de Zénon. Trace probable du paiement de ses bons et loyaux services au service de l'Empire. Un indice qui confirmerait que peut-être, en 480, Childéric et ses Francs-Saliens ont finalement eux aussi choisi un camp, et pas celui de Syagrius, qui va devoir composer maintenant avec le successeur du roi de la Baston, un certain Clovis. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur Internet et à nous contacter sur meropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous au prochain épisode.